Bonjour à tous, bienvenue dans Culture littéraire sur Radio Dijon Campus. Nous sommes aujourd'hui avec Chris Gardaz pour Les Voyageurs des Miroirs, paru en 2011. Et puis Héloïse nous a préparé une sélection d'actu et une chronique qu'on retrouvera en fin d'émission. Le tout agrémenté bien sûr de pauses musicales. Bonjour Chris Gardaz. Bonjour France. Les Voyageurs des Miroirs est paru en 2011 en auto-édition. Il s'agit d'un roman d'aventure jeunesse fantastique dans lequel deux enfants, frères et sœurs, et Droupi le chat, on en parlera plus tard, vont tomber dans un miroir de sorcières et traverser des mondes de trolls, de fées et de géants et vont mener des quêtes avec des compagnons. C'est une vraie épopée, j'ai l'impression. Tout à fait, oui. Il s'agit donc d'un roman fantastique. C'est un genre que vous affectionnez particulièrement. Pourquoi avoir emprunté ce genre-là pour ce roman-là ? Parce qu'effectivement, moi j'avais envie de partager ce que j'avais vécu en lisant. Et ça me permettait de m'évader dans d'autres mondes, d'échapper à la vie quotidienne. Et donc c'était très important d'avoir ce partage avec les futurs lecteurs. Je n'aurais pas envisagé pour mon premier roman d'écrire autre chose. Vous en lisez donc vous-même depuis longtemps ou beaucoup ? Non, je n'en lis pas particulièrement. J'ai eu une période où j'en ai lu beaucoup. En fait, c'est effectivement, j'ai des périodes où je lis beaucoup de polars. J'ai eu des périodes beaucoup plus classiques. Actuellement, je n'en lis plus. Pourquoi avoir choisi les mondes des trolls avec, il y a des harpies, des choses comme ça, donc le monde des trolls, des fées et des géants. Il y en avait peut-être d'autres dans les tiroirs. Pourquoi avoir sélectionné ceux-là ? Alors, il y en a encore d'autres dans les tiroirs, d'autres qui sont en cours d'écriture d'ailleurs. J'ai tout d'abord sélectionné le monde des trolls, choisi le monde des trolls parce que ça me paraissait être un bon début d'histoire, c'est-à-dire que dans ma tête il y a une progression, c'est-à-dire que le monde des trolls correspond un peu davantage à un monde de l'enfance, un peu plus kitsch, un peu plus coloré. Ensuite, le monde féerique est un monde qui me paraissait être une bonne transition avec le moment de l'adolescence. Et le monde des géants, que j'affectionne particulièrement, est davantage adulte, davantage sombre, avec peut-être des déceptions que les enfants ou les adolescents peuvent avoir face à un monde qu'ils découvrent. Ces mondes, en tout cas, ces univers sont très très complets. Vous avez créé des langues qui sont, d'ailleurs, on a un dictionnaire à la fin du livre. Les lieux ont tous des noms particuliers et les personnages. Comment arrivez-vous à créer tout ça ? Alors là, j'avoue que je me suis beaucoup amusée. C'était au départ plus pour moi que je l'ai fait. Par rapport aux noms des villes. Je me suis servi de langues qui existent, de langues étrangères qui existent. Un exemple tout simple, Varro-Fiantalliga, qui est donc la capitale du monde des géants. Dans la troisième partie, en fait, c'est la contraction de deux mots étrangers. Le mot Varos, qui veut dire ville, et le mot Fiantliga qui veut dire hostile. Donc dans deux langues, il y a du hongrois et du suédois. Et donc en fait, j'ai fait une contraction et j'ai choisi Varro Fiantaliga, donc qui veut dire en fait ville hostile. Pour les personnages, il y a des petits clins d'œil à des personnages soit de séries, soit littéraires, donc que j'affectionne. Et puis aussi, je me suis basée sur des noms de vent, des sonorités qui sonnaient bien. Par contre, pour les langues, j'ai inventé. Donc, j'ai choisi des sonorités, on va dire, un peu plus gutturales. Par exemple, pour les trolls. Pour les fées, c'était... Au départ, j'ai envie de quelque chose qui était aérien. Donc, j'ai mis beaucoup plus de voyelles. Et puis j'ai choisi de mettre deux ailes, puisque les fées avaient des ailes. Donc voilà, dans ma langue féerique, il y a deux ailes. Et après, moi, je reprends tous les mots et j'essaie que ça soit cohérent entre eux pour donner vraiment l'impression que c'est une langue qui existe. Et là, dans le deuxième tome que je prépare, pour la langue féerique, je vais un tout petit peu plus loin avec un début de conjugaison.
Autre chose qui m'a beaucoup plu et beaucoup interpellée, c'est la cuisine. Les banquets, la cuisine au quotidien, elle est très décrite, elle est très rigolote. Pourquoi cette importance? Oui, je pense notamment au buffet de soupe chez les fées. Et je me suis demandé quand même si vous n'essayez pas de faire passer un message subliminal aux enfants. Toutes les cuisines, en tout cas, m'ont beaucoup plu. Tous les buffets m'ont attiré. Comment les avez-vous imaginés? Quel est le point de départ? Ou quel plaisir avez-vous eu à les développer? Alors, le point de départ, c'est que je ne suis pas du tout une bonne cuisinière. Et que j'aurais aimé l'être, à la fois pour moi et pour ma famille. Et donc, ce que je ne peux pas leur apporter dans la réalité, au quotidien, ma foi, je leur apporte dans mes livres. Et deuxième aussi raison, je suis gourmande. Et je me suis donc fait plaisir en imaginant des menus que j'aimerais voir exister, goûter certains plats. Et je me suis dit également que c'était peut-être l'occasion pour les enfants de penser qu'ils pouvaient goûter différents plats, qu'il y avait des tas de saveurs finalement qu'ils ne connaissaient pas, qu'on pouvait sortir du traditionnel plat de pâtes ou pommes de terre, voilà, que ça pouvait être très intéressant de faire des mélanges également, parce qu'on est parfois un peu figé dans notre cuisine et dans notre menu, dans l'agencement des menus, voire même dans la proposition des plats, pourquoi le salé avant le sucré. Et donc j'avais envie, on parlait de fantaisie tout à l'heure, donc une autre fantaisie, mais de fantaisie dans la cuisine. Donc je me suis bien amusée avec ces menus. Pour en finir sur ces aspects-là, qu'est-ce qui vous vient en premier? Ce sont, je ne sais pas, par exemple les images, les odeurs, les sons, quand vous imaginez tous ces univers? Ce sont des images. Je suis très visuelle. Et j'ai besoin effectivement de voir. Alors quand j'écris, je me coupe vraiment du monde. J'ai tendance à dire parfois que je suis dans ma tour, mais voilà, c'est une tour que je me suis créée. Même si je suis à l'étage, c'est loin d'être une vraie tour. Je m'isole et je me projette visuellement dans ces univers. Et quand je crée l'univers, je l'imagine réellement autour de moi. Et j'avais envie que le lecteur, et apparemment ça c'est gagné, que le lecteur réussisse en lisant mes différentes descriptions, réussissent à se projeter lui aussi dans des mondes différents, à imaginer donc les paysages, à voir les couleurs, à être vraiment dans du concret. Et voilà. J'ai noté aussi bon nombre de classiques revisités. Par exemple, les licornes qui d'habitude sont plutôt positives et appréciées, là, elles sont maléfiques. Au contraire, il y a des dragons de compagnie, les chauves-souris qui deviennent des alliés. Enfin bref, il y en a beaucoup. C'est un plaisir à retourner les clichés ou c'est un message peut-être de tolérance sur les a priori? Je pense que c'est à la fois les deux. J'aime bien que tout ne soit pas convenu. Au départ, effectivement, dans la littérature fantasy ou fantastique, les licornes sont quand même un personnage important et toujours bénéfique. Et là, ça me plaisait pas du tout. C'est un peu comme tous les contes de fées qu'on nous raconte enfant, et bon, on en a un petit peu assez que ça se termine toujours très bien, voire même qu'on ne lise pas la fin de La Belle au bois dormant, parce que si on lit le conte en entier, c'est pas tout à fait ce qu'on croit. Donc, il y avait à la fois ce plaisir-là, de modifier cette tendance et à la fois un message de tolérance que j'espère avoir fait passer dans le livre de façon globale, pas uniquement pour les animaux féeriques ou autres, comme la chauve-souris, qui est un animal qui vient des profondeurs mais qui finalement apporte une réponse et une solution. Je crois que c'est important qu'on dépasse les apparences. Avant de pause musicale, j'avais rapidement envie de vous parler de la couverture du roman. On est à la radio, les auditeurs ne la voient pas. Elle change justement des couvertures fantaisie où souvent on voit le personnage principal, où on a un aperçu de l'univers. Là, elle me semble un peu plus abstraite. Est-ce que vous pouvez m'en parler, peut-être me la décrire rapidement et nous expliquer ce choix-là? Oui, en fait, donc cette couverture a été créée d'après une peinture de Kawan Nawak, donc un tableau qui s'appelle L'Envol.
Et j'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour ce tableau et qu'il me paraissait être tout à fait adapté à l'histoire de mon livre, puisqu'on y voit ce que l'on veut, bien sûr, mais moi, en tout cas, j'y voyais différentes terres, différents mondes reliés entre eux. Et voilà, je trouvais que cette couverture serait parfaite pour ce livre. De retour dans Culture littéraire sur le 92.2. Juste avant d'écouter Herzfeld Orchestra, nous évoquions avec vous, Chris Gardaz, les personnages et les univers fantastiques des Voyageurs des Miroirs, votre premier roman. J'ai maintenant envie qu'on se penche vraiment sur les personnages. Tout d'abord, les deux principaux, Rose et Andy, ils sont donc frères et sœurs, et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est qu'ils s'entendent bien, ils veillent l'un sur l'autre. Ils ne restent jamais seuls, ils ne se moquent pas, par exemple, l'un de l'autre. J'avais envie de savoir pourquoi vous aviez choisi ce lien, pourquoi deux personnages, etc. Pourquoi eux ? Alors, tout au départ, en fait, je me suis inspirée de mes propres enfants. Donc, j'ai moi-même un garçon et une fille, donc Manon et Martin. Et grosso modo, j'avais pris quelques caractéristiques de mes enfants pour créer le personnage de Rose et Andy. J'avoue qu'au fil de l'écriture, évidemment, mes personnages m'ont un peu échappé. Et donc, se sont aussi un peu éloignés de mes enfants, ce qui est normal. Et j'avais envie, donc au-delà de ce que je viens de vous expliquer sur un plan purement affectif, de décrire une relation fraternelle qui soit exempte d'agressivité, de compétitivité. Voilà, donc ça me paraissait important qu'il y ait vraiment un lien très solide de confiance, de soutien entre les deux protagonistes de l'histoire. Il y en a bien d'autres à leur côté, de plus en plus. Tous sont très attachants et j'ai noté que bon nombre sont des animaux. Bien sûr, Droupy le chat qui part avec eux dans cette aventure, qui va en vivre et qui va nous surprendre. Il y a Duduche, le lapin d'Andy, qui reste lui sur place. Monac, j'en parlais, la dragonne. Hibernatus, le hérisson doux. Enfin, il y en a vraiment d'autres que les lecteurs découvriront avec plaisir. Vous avez une prédisposition pour les animaux ? Absolument pas. Disons que j'aimerais avoir des animaux. Malheureusement, je ne peux pas. Et donc, le chat que je n'ai pas pu avoir pour cause d'allergie, eh bien, en fait, je l'ai créé. C'est-à-dire que du coup, j'ai vécu un petit peu avec ce chat Droupy que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. Et ça a permis aussi à mes enfants, voilà, d'être avec des animaux, puisqu'au quotidien, nous n'avons que 2 poissons. Donc, forcément, ça tient moins compagnie qu'un chat, qu'un hérisson qui parle ou que d'autres animaux. Et la nature est omniprésente dans tous les mondes que l'on traverse, même le point de départ, puisque la maison de la grand-mère, Mamig, est quand même dans un univers bucolique. Cet environnement, c'est celui de votre imaginaire où il permet d'autant plus de magie ? Donc c'est à la fois celui de mon imaginaire et à la fois celui de mes souvenirs, puisque j'affectionne particulièrement la région de la Bretagne. Et donc voilà, j'ai plein d'odeurs, plein d'images de mon enfance, des différents séjours effectués là-bas et aussi en tant qu'adulte. J'avais envie de retranscrire ceci dans mon livre. Et ensuite, c'était important pour moi de créer d'autres paysages, d'autres lieux où on aurait envie d'être, où on n'aurait peut-être pas envie d'être non plus, et de donner une place à la nature assez prépondérante, surtout dans nos sociétés qui deviennent quand même de plus en plus citadines. Et je crois qu'on peut parfois se sentir très isolé dans une ville et très entouré en pleine nature. J'ai noté aussi un des personnages est un axolotl, ça existe réellement dans la nature. C'est un animal sous-marin qui a des propriétés très particulières, il peut se régénérer, y compris s'il perd un œil, je crois. Et je pense aussi à Ochrotomis, qui est une sorte de rongeur. Et donc c'est un des personnages qui va suivre particulièrement Andy et Rose. Donc vous êtes aussi allé piocher dans le magique de la nature qui existe déjà ? Oui, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait m'appuyer sur des animaux qui existent réellement. Enfin, en l'occurrence, ce sont des animaux. Ça peut être aussi parfois une plante, une fleur. Enfin,
donc quelque chose de tout à fait naturel, et de faire donc découvrir au lecteur peut-être un animal ou un végétal qu'il ne connaissait pas, dont il n'avait jamais entendu parler. Et l'axolote m'a paru tout à fait adapté pour le personnage de Nani Kana, qui est magicien et qui va aider effectivement à régénérer les fonctions vitales de la princesse. En tout cas, tous forment un groupe. J'ai même envie de dire au-delà de ça, une famille de cœur. C'est un message que vous souhaitiez passer, cette équipe qui s'agrandit, qui devient une famille. Et d'ailleurs, je note que l'histoire se finit sur un superbe repas de Noël. Oui, je voulais absolument terminer le livre par un repas de Noël, qui est une période que moi j'affectionne particulièrement et qui parfois ne se déroule pas toujours comme on l'avait imaginé. Donc au moins là, je pouvais l'écrire à ma façon. Et par rapport à ce que vous disiez que les personnages formaient une famille, c'est également un message que je souhaitais faire passer, puisque je crois qu'on avance davantage ensemble en étant solidaires que seuls. Vous parlez justement de l'évolution. J'ai noté, moi, qu'il y avait à la fois des évolutions et des victoires personnelles tout à fait héroïques, des victoires justement collectives, mais il y a aussi des victoires personnelles. Je ne veux pas révéler, mais certaines faiblesses deviennent une force. Là aussi, vous voulez passer un message aux enfants, puisqu'il s'agit plutôt d'un roman jeunesse. C'est un message d'espoir ? Oui, c'est vraiment un message d'espoir. Et les personnes qui ont lu mon livre ou qui la liront verront aussi que dans ma dédicace, il y a un petit clin d'œil à cet espoir-là. Donc je laisse les lecteurs le découvrir. C'était vraiment un message fort pour moi, pour tous les gens qui sont soit atteints d'une maladie qui peuvent handicaper à un moment donné leur vie, et familiale, personnelle ou professionnelle, pour tous ceux qui vont se sentir démunis ou qui vont se sentir dévalorisés par un problème soit physique, soit psychologique ou de pauvreté, ou peu importe, quelque chose dont qu'ils pensent être une faiblesse. Et je voudrais dire que parfois d'une faiblesse, on peut tirer une grande force et que rien n'est jamais perdu. Enfin, j'avais aussi noté que apparaît 3 fois une référence au destin de Rose. Vous croyez au destin, Chris ? Bonne question. Oui, je crois au destin, mais je crois qu'en fait le destin nous offre plusieurs possibilités, plusieurs choix, et que parfois on peut saisir une opportunité ou pas, et qu'on construit donc en fait aussi soi-même notre propre destin. Les enfants, la famille des enfants s'appelle Jersey. Et puis, il y a une citation, s'il n'en reste qu'un, ce sera moi. Je serai celui-là, pardon. Et il me semble que ce sont des clins d'œil à Victor Hugo, vous me le confirmez ? Je confirme, ce sont bien des clins d'œil à Victor Hugo, mon auteur préféré, écrivain, poète, et en tant qu'être humain aussi. En tout cas, pas dans sa vie amoureuse, dans son évolution politique, plutôt dans son engagement. Oui, donc j'avais envie, quand j'ai choisi j'ai cherché un nom de famille pour Rose et Andy, j'ai pris quelque chose en rapport avec l'exil de Victor Hugo. Lélie, je vous amène sur ce sujet parce que le roman est truffé de clins d'œil, de références au livre et à l'écriture. Alors soit pour dire qu'il faut peut-être pas toujours croire ce qu'il y a dans les livres, soit parce que le personnage aime lire. Je pense aussi à la grand-mère qui écrit elle-même des histoires pour les livres. Passem, un des personnages qui sera important, est libraire. Pourquoi cette place accordée dans le roman au livre, justement, cette espèce de mise en abîme presque ? Parce que pour moi, la lecture a toujours été extrêmement importante. Je pense qu'on peut avoir comme meilleur ami des livres, on va dire, ce qui n'exclut absolument pas les meilleurs amis humains. Et par rapport à une société qui devient de plus en plus, on va dire, pencher vers les écrans, où l'écran tient une place de plus en plus importante et prépondérante. J'avais envie qu'on redonne une place de choix au livre. Et j'étais en fait très agréablement surprise de voir au fil de mes rencontres avec différents enfants
je parle là des enfants puisque c'est à eux que je m'adressais en faisant ces petits clins d'œil, que finalement, oui, il y a encore beaucoup d'enfants qui lisent, beaucoup d'enfants qui sont passionnés par la lecture, et ça vraiment, je trouve que c'est formidable. Et en mettant des petites références, donc que vous savez relever, tant mieux. J'avais aussi envie que les personnes qui lisent le livre, enfants ou adultes, se disent tiens, ça c'est un auteur que je connais, ou tiens, pourquoi pas, j'ai envie de relire cette fable, ou voilà, ça me tenait à cœur. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans l'émission littéraire de Radio Dijon Campus. C'était Lost de Damien Saint-Loup. Nous sommes aujourd'hui avec Chris Gardaz et avant la pause musicale, nous évoquions les personnages et l'écriture dans Les Voyageurs des Miroirs. J'ai envie d'ailleurs de poursuivre sur ce sujet. L'écriture, à un moment, permet à un des personnages qui est emprisonné de s'évader et de dénoncer. Ça sert à ça, l'écriture, pour vous aussi ? Oui, sur un plan personnel, ça sert à s'évader, ça permet aux autres personnes de s'évader aussi. Et puis dénoncer, effectivement, également. Je pense que c'est bien pour un écrivain d'être engagé dans ses écrits, même si c'est un petit niveau. Mais j'ai volontairement écrit cette phrase, et volontairement choisi de rendre l'un des personnages emprisonnés poète, parce qu'il va effectivement s'évader à tout niveau, grâce à la poésie et puis de la prison également. Je pense dénoncer aussi les conditions dans lesquelles sont actuellement emprisonnées les personnes en France. Oui, parce que ce livre, qui est donc une histoire pour enfants a priori, mais je rassure nos auditeurs, les adultes y prennent grand plaisir. On trouve justement des critiques de société, je pense au monde des géants, qui est régi par bon nombre de décrets, par un système de caste aussi. Et il y a l'argent dans ce monde-là, alors qu'il n'y a pas dans les autres. Donc il y a des choses que vous critiquez à travers ces mondes imaginaires, j'ai l'impression. Oui, le monde des géants est effectivement une projection de ce que pourrait être notre société. D'ailleurs, l'argent, donc comme vous l'avez remarqué, est présent. J'ai donné comme nom à la monnaie donc le nom de Varan, qui est également, on va dire, une contraction entre autres une monnaie d'Afrique du Sud où régnait l'apartheid. Donc le monde des gens est régi par énormément de décrets et de lois, et je trouve qu'actuellement dans notre monde à nous, il y a de plus en plus de lois, et quand on nous dit nul n'est censé ignorer la loi, cela paraît quand même un peu utopique, parce que je pense que c'est absolument impossible vu tous les décrets qui sont qui sont votés en grand nombre. Donc il y a cette histoire aussi de caste, c'est-à-dire que dans la ville de Faro Fiantalliga, il y a trois cercles bien distincts. Le premier cercle plus large est réservé aux chevelus, le deuxième aux cyclopes et le troisième aux échassiers. Et ce sont les échassiers qui détiennent effectivement tout le pouvoir financier, administratif donc sur cette ville. Et bien attention, on ne peut pas circuler d'un cercle à l'autre comme on le souhaite. Et ça, je le dénonce. On peut aussi, on ne doit pas se sourire et se témoigner des marques d'affection. À côté de ça, il y a de grandes valeurs. Courage, amitié, entraide, solidarité et bien d'autres. Il y a même quelques messages comme la sagesse, c'est parfois de faire des choses folles. Donc il y a des choses qui ne sont pas forcément convenues d'avance pour des enfants, et j'ai trouvé ça merveilleux. Vous aviez envie de passer quel message ou quelle leçon de vie à travers toutes ces aventures ? Alors, un grand message de tolérance, d'abord, qui me paraissait essentiel dans le monde des trolls, où je pose la question comment nous réagirions si nous voyions débarquer des personnes qui nous sont complètement étrangères, alors que les trolls accueillent très très bien des humains. Donc ce message de tolérance et du fait que l'autre peut apporter beaucoup, si tant est qu'on apprend un peu à le connaître et non pas qu'on en ait peur d'entrée de jeu. Ensuite, ce petit côté effectivement de folie personnelle, on peut être à la fois très sérieux et avoir en nous
petite dose de folie. Et je pense que bien chaque être humain, et les enfants sont des êtres humains à part entière, eh bien, doivent exploiter cette petite part d'eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'ils ont vraiment entre eux, ce à quoi ils tendent. Et parfois, on ne peut pas, on n'ose pas, parce qu'on a notre quotidien avec des règles bien établies. Mais se lâcher un petit peu à son niveau, dans le respect des autres, écouter sa petite part artistique, je pense que c'est important. Et de l'union naît la force toujours dans ce groupe. On en revient à l'histoire des faiblesses et des forces. J'ai enfin trouvé des thèmes forts qui peuvent justement toucher des enfants, la séparation, la maladie et même le coma. Je pense au coma d'Opaliane, la princesse fée. Et on a aussi la guerre et la mort. Je pense à la cérémonie funèbre à laquelle assiste Rose, et c'est sa première cérémonie funèbre. Justement, l'aspect de la guerre et de la mort m'ont interpellée dans ce roman. Comment êtes-vous amenée à traiter ce sujet-là ? Alors, j'avoue que l'écriture des batailles, on va dire, n'est pas ce que je préfère. J'ai beaucoup de mal, c'est le moment où moi j'ai le plus de mal à écrire dans le roman. Ça me vient le moins facilement. Par contre, ça me paraissait important d'en parler, de montrer que ce n'est pas forcément facile, qu'à certains moments, bon, ma foi, il faut aussi pouvoir et savoir se défendre. Rose et Andy ont du mal à rentrer dans la bataille, mais à un moment donné, leur vie est en jeu, donc ils doivent quand même se lancer. On oublie parce que bon, je pense que la mémoire des êtres humains est faite ainsi, que les batailles, bien malheureusement, c'est beaucoup de peur, c'est beaucoup d'odeurs désagréables, du sang. Et que voilà, c'est pas juste quelques lignes comme ça écrites dans un livre. Et la mort, je crois que c'est important d'en parler parce que la vie n'existerait pas sans la mort, et que peut-être aux enfants maintenant, enfin pas tous, mais on leur cache certaines choses qui pourraient leur faire peur ou les ennuyer, ou les effrayer, enfin. Et je crois que non, c'est important qu'on leur parle également de la mort, sans être morbide, bien entendu. Mais on n'a pas de rituel, par exemple, passage de l'enfance-adolescence, peut-être des petites choses qu'on a perdues actuellement. Et je crois que c'est essentiel pour eux d'être confrontés aussi à cet aspect-là de la vie, peut-être pour moins être surpris à un moment donné, et que ça peut être une expérience enrichissante pour eux. Et il y a plein de questions. Enfin, moi, je suis fascinée par toutes les questions qui tournent autour de la mort, de l'au-delà, voilà, qu'est-ce qu'il y a après ? Y a-t-il quelque chose après ? Et c'est un sujet vaste. Enfin, toujours dans ce domaine, beaucoup d'idéaux sont exprimés dans ce livre. Je pense au roi des fées qui prend part à la reconstruction, qu'il soigne autant alliés que ennemis, les trolls qui vivent toutes générations confondus tous ensemble dans des arbres qui donnent très envie d'ailleurs, et puis des toilettes sèches. Donc il y a quelque chose aussi, des idéaux, ce sont les vôtres ? Oui. Bon, j'avoue que je n'ai pas de toilettes sèches, que je me suis posé la question à un moment donné. Donc peut-être un jour, je ne sais pas encore, mais effectivement, je pense que des idéaux écologiques sont absolument essentiels pour l'avenir de la planète, en tout cas. Oui, et je n'avais pas envie d'un roi qui soit au-dessus de ces sujets. Je ne suis absolument pas royaliste. J'avais envie de quelqu'un qui partage, qui se mette à la portée des autres. Et je pense aussi qu'effectivement, en cas de guerre, bon, il y a eu aussi quelques moments magnifiques, comme par exemple, c'est pendant la la Première Guerre mondiale, à un moment donné, il y avait une trêve de Noël et on avait vu les soldats des deux camps différents sortir de leurs tranchées, à la fois allemands et français, se retrouver pour cette trêve de Noël. Et donc, je pense que le soin apporté aux blessés des deux camps, quels qu'ils soient, est absolument
essentiel. Et rapidement, avant que l'on se quitte déjà, je crois que donc vous annoncez une trilogie. Donc la suite arrive bientôt, parce qu'en tout cas, le livre est parsemé d'intrigues qu'on a envie de se voir dénouer plus tard. Donc vous me confirmez une suite? Oui, je confirme, en cours d'écriture, donc bien avancé déjà pour le 2e tome, et donc le 3e un peu plus tard. Par contre, je ne sais pas encore quand le livre sortira. La suite, c'est par rapport aux aventures des enfants ou c'est par exemple de nouveaux mondes que vous avez envie d'explorer? À la fois les deux. C'est-à-dire qu'on retrouve évidemment Rose, Andy, Droopy et Ochrotomis, qui est un personnage très important. Et d'ailleurs, l'intrigue du 2e tome tourne autour d'Ochrotomis. Donc ces enfants continuent à vivre des aventures et évidemment explorent d'autres mondes. On s'en réjouit en tout cas. Merci Chris d'avoir répondu à mon invitation. Je vous souhaite bonne continuation et je voudrais rappeler aux auditeurs que vous participerez au Salon du Livre de Tournus le 13 mai, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je vous remercie à vous de m'avoir invité.